terminé mon doctorat tout en faisant un diplôme sur la... Et manifeste de l'armée et d'autres élites au sein de l'appareil d'État de renverser le pouvoir en place. Bien entendu, l'armée joue un rôle majeur, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y aura des civils aussi qui vont tenter de déstabiliser, mais on va le voir plus tard avec souvent le concours de l'armée. Et en Afrique, le coup d'État est l'un des moyens les plus fréquemment utilisés pour accéder au pouvoir. Il y a une définition un peu plus nuancée du coup d'État qui dit bien que c'est une atteinte réfléchie, posée. Donc on ne se lève pas comme ça pour faire un coup d'État. Souvent, ça se prépare en amont avec de grandes finances derrière, brusque, qui va désorienter les règles d'organisation, de fonctionnement, de compétences des autorités constituées. Même si on conteste ces autorités, par un groupe de personnes, ou bien sûr de l'armée, qui vont s'emparer du pouvoir, soit d'y défendre ou d'y renforcer la position, ou soit d'orienter une modification politique du pays. Le coup d'État est différent d'une révolution, souvent faite par le peuple, ou d'une révolte ou d'une rébellion, qui sont des sentiments d'indignation, de réprobation. Par exemple, ici, on a vu les gilets jaunes et tout ça. Mais tout ça peut mener à des insurrections, des mutineries, des rébellions et tout ça. Bien. Ça, c'est la définition. Donc, il faut bien retenir ce mot. C'est un aspect illégal du coup d'État. C'est illégal. C'est différent des coups de pression politique qu'on peut avoir et tout. Donc, c'est ça déjà un coup d'État. Maintenant, est-ce que lorsqu'on prend l'histoire de l'Afrique, j'ai 10 minutes, donc je vais beaucoup synthétiser, années 60, 70, 80, 90, quarantaine de coups d'État, plus ou moins réussis, 16 jusqu'aux années 2010, et après, il y a une recrudescence, et là, ça repart. Le rôle de l'armée dedans, forcément, l'armée a un rôle actif dans cette passation forcée de pouvoir, d'accord? Très souvent, même si ce sont des civils qui vont tenter le coup d'État, ils ont besoin du soutien des militaires qui vont basculer d'un côté ou de l'autre, ou qui vont soutenir le nouveau dirigeant qui va arriver. Et donc, il y a un moment où, quand c'est l'armée qui fait le coup d'État, soit ils vont très souvent dire on va faire une transition, on va déboucher sur des élections, celui qui a fait le coup d'État peut se présenter ou pas, ou peuvent laisser la main aux civils. Ça peut arriver. Mais en Afrique aujourd'hui, pourquoi arrive-t-on à tous ces coups d'État aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Et souvent avec enthousiasme, même s'il y a des périodes d'incertitude qui se créent. Je vais peut-être dépeindre un bilan assez catastrophique de l'Afrique. Le but n'est pas de dire que l'Afrique est un continent où il n'y a plus rien à faire, même si on se pose des questions. C'est de faire un bilan pour pouvoir améliorer la situation. Aujourd'hui, nous avons quoi de nos États qui ont quasiment 60 ans d'indépendance à peu près? Une souveraineté chancelante, des politiques d'ajustement structurel qui ont conduit à quoi très souvent? Là, je laisse le soin au professeur Aboud parce que c'est le volet économique, avec des privatisations, des problèmes d'ajustement structurel, des plans sociaux, une main-d'œuvre complètement utilisée à un prix dérisoire, des matières premières qui ont des prix dérisoires. Alors, on va rajouter les fraudes, on va rajouter le manque de vision de nos dirigeants, on va rajouter le fait que nos dirigeants sont là ad vitam aeternam, qui ne veulent pas partir, ils sont là depuis 30 ans, 40 ans, etc. La corruption, n'en parlons pas, les trafics d'armes, et tout ça, puis se rajoutant bien sûr le problème aujourd'hui du djihadisme qui se rajoute. Donc ça fait une population africaine qui a l'impression que ces dirigeants ne tiennent pas compte, surtout une population très jeune, qui d'ailleurs s'enfuit pour mourir dans la mer, que les populations, enfin du moins la classe dirigeante, n'est pas à même de satisfaire à ce dont
elles devaient être parce qu'ils les ont mis au pouvoir, si vraiment on les a mis au pouvoir. Ce qui fait que, très souvent, les coups d'État apparaissent comme salvateurs. Ça entraîne de la joie pour certains, mais il faut savoir que les coups d'État ne sont pas toujours comme ce qui s'est passé au Mali, où il n'y a pas de perte en vie humaine. La plupart du temps, c'est très violent. On tue, on arrête, on massacre. Et ça entraîne, bien entendu, beaucoup, peu après, l'installation de dictatures. Lorsqu'on fait un coup d'État, comment est-ce que la plupart du temps les putschistes agissent? On contrôle les bâtiments publics, les médias, bien entendu. Souvent, il y a des coupures des moyens de communication, téléphone, etc. Et après, quand on apparaît, on fait un discours, on essaie de rassurer la population qui a peur. Surtout les membres du parti qui étaient au pouvoir ont peur. Il y a des arrestations, il y a des exécutions. Les coups d'État ne sont pas toujours aussi généreux comme on semble croire. Et quand on arrive avec un coup d'État au niveau juridique, maintenant où je vais arriver, j'ai beaucoup synthétisé. Il faut savoir que quand on arrive à coup d'État, il y a un vide constitutionnel, il y a un vide institutionnel qui est instauré, qu'il faut très vite combler. Donc, ceux qui sont arrivés vont très vite promouvoir soit une nouvelle constitution ou une loi fondamentale, parce qu'il faut justifier, en fait, l'appareil maintenant qui va fonctionner. Pourquoi est-ce que la plupart du temps c'est condamné? Parce que normalement, au niveau juridique, un pouvoir se prend par le peuple, qui décide qui il va mettre au pouvoir. Ça, c'est la normalité. Qu'on conteste ce qu'on appelle démocratie ou pas, c'est le peuple qui est détenteur de cette démocratie et qui choisit les élites qu'il doit mettre au pouvoir. Donc lorsque ceux qui sont au pouvoir sont démis de leur fonction par des putschs, cela demeure illégal. Et bien sûr, on ne peut pas ne pas savoir, mais qu'est-ce que vous appelez illégal, Madame Babli, et tout. L'illégalité, vous savez, ça, lorsqu'il y aura des cours, je vais expliquer, il y a des notions différentes entre ce qui est légal, ce qui est légitime et ce qui est illicite. Quand c'est légal, c'est conforme au droit. Donc la légalité, c'est de mettre quelqu'un au pouvoir par vote. Ce qui est légitime, c'est fondé sur le droit. Et bien sûr, ce qui est illicite, ce n'est pas permis par la loi. Je vais vous donne un petit exemple. Tuer quelqu'un, on sait très bien que c'est illégal. On ne le tuera pas. Mais par contre, si vous êtes défendu et que vous avez tué, on va vous parler de légitime défense. Donc, quelque part, ça devient légitime parce que vous êtes défendu. Donc, ce sont des notions qu'il faut maîtriser. Venir au pouvoir par coup de force, c'est illégal. Même si parfois vous pouvez le légitimer par le fait que le peuple se disait qu'il ne voulait pas protester, était indigné ou avait décidé de désobéir. Mais dans l'état de droit que nous espérons pour l'Afrique, pour la stabilité que nous espérons pour l'Afrique, parce que nous ne voulons pas un état de police où on peut faire ce qu'on veut au bon vouloir de ceux qui nous dirigent. Est-ce que c'est justifié que pour prendre le pouvoir, il faut toujours passer au recours à la force, même si ça devient légitime parfois? Le cas du Mali, et je vais conclure, j'ai vraiment synthétisé, si quelques-uns ont 2-3 questions. La plupart des juristes constitutionnels ne peuvent que trouver ça regrettable et condamnable. Parce que le coup d'État reste un coup de force. Ce n'est pas la force du droit, c'est la force, c'est le droit de la force.
Oui, il y a une volonté de changement. Oui, il y a une volonté de rupture. On peut dire, certes, à bon escient, mais nous avons des dirigeants qui ne veulent pas partir. Nous avons des dirigeants qui modifient la constitution, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lorsque nous sortons dans les rues, on nous massacre, on nous tire dessus. Donc finalement, l'armée est le seul rempart. Mais le rôle de l'armée, qu'on appelle la Grande Muette, est là pour stabiliser et pour veiller aux institutions, au maintien des institutions. Si on attaque la France, l'armée agit. Mais l'armée n'est pas là, en fait, pour la prise de pouvoir. Certains m'ont plusieurs fois dit, Madame Babli, non, nous sommes désolés, il y a eu des généraux qui ont pris le pouvoir et qui ont fait de très bonnes choses. Vous avez vu au Ghana, Jerry Rawlings, aujourd'hui, les panafricains et tout ça, et il a stabilisé. Oui, Jerry Rawlings est venu, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oui, je vais mettre des institutions fortes que même le diable ne pourra pas y entrer. Parce qu'il savait qu'il était venu illégitimement. Il le savait. Et il savait que de trop ou tard, quelqu'un pouvait lui faire aussi un coup d'État. Donc maintenant, il est resté 20 ans au pouvoir. Il a mis des institutions fortes. Et vous voyez comment ça se passe aujourd'hui au Ghana. Il y a une alternance politique. Oui, certains sont arrivés. Certains sont arrivés. Thomas Sankara, ils sont arrivés, ils ont fait de bonnes choses. Parce qu'ils pensaient à leur peuple. Certes. Mais comment est-ce qu'il a fini? Par un autre coup d'État. Regardez les dirigeants autres qui sont arrivés au Congo, Brazzaville et les Sassou, qui sont encore là. Eux, ce ne sont pas des enfants de cœur. Hein. Donc, dans toute chose, si nous n'avons pas des institutions fortes, juridiques, capables de respecter, parce qu'au Mali, qu'on le veuille ou pas, le président était contesté. Mais il était au pouvoir, il n'avait pas fini son mandat. Nous voulons souvent la stabilité que nous avons ici en Occident. Mais même si on n'est pas d'accord avec Macron, les gens vont attendre, les gens contestent, ils attendent pour le sanctionner. Vous pouvez toujours également me dire, oui, mais en Afrique, vous savez, ils ont l'appareil, ils vont passer. Mais il y a quelques années, il y a 8 ans, 10 ans, il y avait déjà un coup d'État au Mali. ATT à 1 mois de son mandat, il est parti, par coup d'État. 10 ans après, on refait la même chose. Lorsque dans 5 ans, le peuple ne sera pas satisfait avec le nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Nous partirons dans cette instabilité. Il faut réfléchir. Il faut penser. Il faut travailler maintenant à des institutions fortes. La génération que nous formons se doit de ne pas toujours applaudir des situations qui vont nous entraîner dans le chaos qui a été la nôtre précédemment. Le droit se doit de penser à des institutions fortes. Le peuple se doit également de retrouver ces notions de souveraineté, de citoyenneté qu'ils ont données à des présidents sans avoir aujourd'hui des moyens de coercition sur ces présidents-là. Nous avons déifié nos présidents qui ont des droits partout et nous n'avons plus maintenant les moyens de les sanctionner lorsqu'ils ne respectent pas les moyens et le droit qu'on leur a donné. Et ça demande de réfléchir à mettre en place des institutions fortes, coercitives, c'est-à-dire de sanctionner. Aux États-Unis, le président d'école, il y a une procédure d'impeachment, il passe devant le Congrès, on peut le destituer. Nous n'avons pas ça en Afrique. Le citoyen même voit le président, il est content que le président lui donne un peu d'argent, qui est son propre argent d'ailleurs. Nous les avons tellement déifiés qu'ils croient qu'ils se doivent tout. Il faut réfléchir maintenant, faire le constat de qu'est-ce qu'ils entraînent dans ce coup d'État cyclique. Ne pas se réjouir d'une situation qui va nous exploser dans quelques années encore au visage et nous partirons encore dans des cycles d'instabilité. Nous rêvons d'une Afrique et de pays stables. Nous devons y travailler juridiquement, économiquement, politiquement, culturellement pour rendre une Afrique forte. C'est cela le but des cours de droit que nous donnons à EPA et c'est pourquoi je me suis dévolu à vous enseigner. Je vous remercie.